Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invité cette semaine est Thiéman Hubert Coulibaly. Il est ancien ministre malien des Affaires étrangères et de la Défense. Il est exilé en Côte d'Ivoire depuis le coup d'État et il est avec nous depuis Abidjan. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, avant d'en venir aux enjeux sécuritaires qui secouent le Mali et la région plus largement, je veux évoquer un drame qui a profondément ému le pays, celui de Mariam Cissé, une jeune influenceuse qui a été fusillée sur la place centrale de son village de Tonka, c'est dans le nord du pays, près de Tombouctou, par des membres présumés du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, qui lui reprochait de collaborer avec l'armée malienne. Votre réaction à ce drame et à l'émotion suscitée au Mali? Vous dites bien que c'est un drame et c'est juste. Cette jeune femme innocente et naïve qui, comme beaucoup de jeunes hommes et femmes de son âge, très actifs sur les réseaux sociaux, pensait bien faire d'exprimer son soutien pour l'armée malienne et certainement d'encourager les soldats qui sont projetés dans le centre du Mali. Bref, elle pensait mener des actions que n'importe quel jeune patriote ou en tout cas sentant le besoin d'être à côté de son armée pourrait faire. Et elle ne savait pas qu'au bout de cet exercice innocent, la mort l'attendrait d'une manière aussi cruelle et spectaculaire. Mais vous comprenez, c'est le procédé des terroristes que de donner des exemples comme ça de manière à faire taire tout le monde. Alors, c'est symptomatique d'une situation sécuritaire passée hors contrôle. Et nous sommes en droit de nous demander qui pourrait protéger les citoyens qui, de manière, comme je le disais, innocente, pensent devoir et pouvoir s'exprimer parce que l'espace public est fait pour ça. Donc d'un côté, vous avez des Maliens qui sont pris entre deux feux, celui des groupes armés terroristes, et puis d'autres qui sont pris sous le feu de la junte militaire. Alors, vous voyez ce piège extraordinaire qui s'est refermé sur les Maliens. Mariam Cissé, jeune femme tuée publiquement, nous devrions y ajouter toutes ces jeunes femmes qui sont enlevées de manière régulière, sous prétexte d'aller faire la lessive ou la cuisine pour des groupes armés, et qui sont certainement abusées. Et beaucoup de jeunes femmes dans le centre du Mali et ailleurs ont subi des viols, des groupes armés, mais aussi des mercenaires qui sont embauchés par le gouvernement malien. Et donc, notre pays est devenu, en quelques années, une espèce de no man's land juridique. Aucun droit humain n'y est respecté. Et comme je vous disais, nous sommes en droit de nous poser la question de qui pourrait protéger ceux qui, aujourd'hui, se font le devoir de soutenir notre armée ou se font le devoir, en tout cas, de soutenir une cause nationale. Alors, depuis le mois de septembre, le JNIM, qui est affilié à Al-Qaïda, je rappelle, mène ce qu'on peut décrire comme une stratégie d'étranglement de l'économie malienne. Elle impose des blocus sur les convois de carburant, sur plusieurs localités. Et dans une vidéo publiée fin octobre, ils annoncent que tous les axes autour de Bamako sont considérés comme des zones de guerre. On a vu des pénuries de carburant, des fermetures des écoles. Est-ce que les djihadistes sont en train de gagner la guerre petit à petit au Mali? D'un point de vue opérationnel, c'est effectivement très difficile pour l'armée malienne. Vous vous souvenez, Marc, vous m'aviez interviewé il y a bientôt un an, quand une attaque a été portée contre la gendarmerie puis contre l'aéroport de Bamako. Et je vous avais dit, lors de cette interview, que je préconisais un dialogue entre l'État malien et les groupes armés qui sont animés par des Maliens, en excluant de ce débat
tout groupe dirigé ou animé par des étrangers. Aujourd'hui, je pense que il n'est pas encore trop tard pour que ce gouvernement, bien que je le trouve tout à fait incompétent, puisse écouter la voix de la raison, parce que beaucoup de gens le disent, je ne suis pas le seul, beaucoup de gens qui ont souci du Mali, qui ont souci de son avenir, de sa jeunesse, le disent, il faut trouver les moyens d'engager un dialogue avec les acteurs qui sont capables de le faire et de donner une chance à une vie nationale débarrassée de cette violence aveugle. Parce que ce que vous dites, est-ce que le JNIM gagne la guerre? Ça, je ne peux pas l'affirmer. Ce que je puis affirmer, c'est que les choix sécuritaires qui ont été faits par ce gouvernement malien n'ont pas été pertinents. Ni le choix d'abandonner tous les efforts engagés pour la paix dans le cadre de l'accord, encore moins le recours à des mercenaires étrangers qui, au lieu d'aider à stabiliser le Mali, ont aggravé les violences et ont commis des actes qui étaient inédits dans notre pays. Et le résultat est que l'armée est sous une pression inédite. Et comme vous dites, les principaux corridors d'approvisionnement, notamment la RN1, par laquelle passent à peu près entre 65 et 70% de nos importations, les voies d'évacuation du peu que nous exportons, à part l'or qui fait l'objet de gros trafics, tous ces corridors-là, aujourd'hui, sont des corridors à risque. Je ne dis pas que JNIM gagne la guerre, mais en tout cas, les solutions proposées par la junte militaire qui s'est saisie du pouvoir en 2020 sont totalement inefficaces. Alors, il est clair, hein, quand même, on a vu les pays occidentaux demander à leurs ressortissants de quitter le Mali. Selon le patron des services de renseignement français, l'objectif des djihadistes est bien la chute de la junte. Est-ce que, dorénavant, peut-être parce que les mercenaires russes, c'était Wagner avant, maintenant c'est l'Africa Corps, ont peut-être décidé qu'ils n'allaient plus autant combattre, est-ce qu'on peut en effet penser que Bamako pourrait tomber aux mains des djihadistes? C'est ce qui avait failli se passer lorsque la France était intervenue. La France est depuis partie. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est réaliste? Dans une telle situation, vous savez, toutes les issues peuvent être analysées. Plusieurs hypothèses peuvent être émises. Encore que la prudence s'impose, JNIM a certainement une posture qui, de par sa nature asymétrique, inflige avec peu de moyens de très très gros dommages non seulement à l'armée malienne, mais à l'économie malienne. Et par ailleurs, d'un point de vue social, il y a une psychose qui s'est installée dans le pays. Et donc, il est clair qu'aujourd'hui, il y a un danger à laisser cette espèce de harcèlement, non seulement des forces, mais aussi de harcèlement des acteurs économiques. Il faut trouver le moyen d'arrêter cela. Parce qu'autrement, même si JNIM, je pense, parce que tenir le siège sur une ville comme Bamako, militairement, c'est très difficile. Ça nécessite une chaîne logistique, ça nécessite des dispositions dont je doute, sans être un expert, je ne suis pas militaire, mais enfin, je réfléchis un peu à ces questions-là. Je doute qu'aujourd'hui, et pour, comme certains le disent, les semaines à venir, il y ait une chute de Bamako, entre guillemets. Je pense plutôt qu'une pression va continuer de s'exercer et cela pourrait conduire à un désordre général. Et dans le désordre, tout peut arriver. C'est déjà assez le désordre. Donc, encore une fois, je pense que si les tenants du pouvoir à Bamako avaient gardé un peu d'attention, un peu de bon sens, il serait grand temps d'envisager une autre voie que celle de la guerre totale.
Et que dire du moral des troupes elles-mêmes? Cela aussi, il faut l'analyser. Je pense qu'il y a eu assez de dissonance cognitive entre le commandement et les troupes, parce que le commandement fait plus de politique que de militaire, et donc ça crée une situation qui affaiblit l'armée. Bref, pour répondre à votre question, est-ce que le JNIM gagne la guerre? Je ne peux pas l'affirmer. Ce que je puis encore affirmer, c'est que l'armée malienne est en difficulté. Est-ce que, pour résumer, vous dites que le général Goïta doit parler à Iyad Akrali? Je vous l'avais déjà dit il y a 1 an. Iyad Akrali est un Malien. Donc, il a le droit à l'expression, comme tous les autres Maliens. Iyad Akrali a sa place dans le Mali. Mais la violence n'a pas sa place dans le Mali, d'où qu'elle vienne. Et en cela, le général Goïta, qui aujourd'hui, de fait, est chef de l'État du Mali, doit comprendre qu'il doit épargner non seulement à notre armée, mais surtout à notre population plus de souffrance. Et il est urgent d'ouvrir les voies du dialogue de manière à ce que les Maliens se retrouvent. Et surtout, non seulement parler avec Iyad, mais je pense reconnaître enfin que les choix qui ont été opérés, principalement celui d'inviter des mercenaires qui ne connaissent pas notre pays, passez-moi l'expression, mais qui ne s'en préoccupent pas, rentrent chez eux afin que nous puissions nous occuper de nos problèmes nous-mêmes. Et c'est cela qu'il faut faire. Donc ces 2 mesures sont essentielles. Accepter d'ouvrir un dialogue, pas que Iyad, il y a d'autres leaders et d'autres Maliens qui doivent participer à cette conversation nationale, mais surtout arrêter cette aventure avec ces mercenaires russes qui aujourd'hui ont fait plus de mal au Mali qu'autre chose. Hubert Thiéman Coulibaly, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Abidjan en Côte d'Ivoire et merci à vous d'avoir suivi cette émission sur nos antennes.